Retour au calme cet après-midi à Denain, des progrès dans la négociation sociale au ministère du Travail. Des propositions de Christian Belac pour mieux répartir les vacances et le travail scolaire. La paix et la détente, Jimmy Carter en Égypte, Valéry Giscard d'Estaing en Roumanie. Messieurs, bonsoir. La tension est moins grande ce soir à Denain. Le calme y est revenu en début d'après-midi. Le sous-préfet de Valenciennes et les syndicats avaient en effet négocié le retrait des forces de l'ordre des abords du commissariat de police de Denain. C'est là que des heurts très violents avaient opposé tout au long de la journée d'hier et surtout dans la nuit des manifestants à des forces de l'ordre. Pendant une partie de la nuit même, 1 ou 2 hommes non identifiés ont tiré sur les CRS, blessant 7 d'entre eux. En début d'après-midi, Denain ressemblait à une ville morte, traumatisée par les événements qui se sont produits hier et ce matin dans ses rues. Ce matin encore, des affrontements ont opposé sidérurgistes et forces de l'ordre. Une centaine de manifestants ont jeté des projectiles divers, boulons, cocktails Molotov, pavés, en direction des policiers qui ont répliqué en lançant des grenades lacrymogènes, puis offensives. Il y a eu des blessés de part et d'autre. Mais les heurts les plus violents se sont déroulés, on vous l'a dit, la nuit dernière autour du commissariat de police de Denain, tandis que des groupes harcelaient les forces de l'ordre. 1 ou 2 hommes armés d'une carabine 22 longs rifles et embusqués dans un chantier ont blessé 7 policiers avant de s'enfuir. On disait aussi que 2 jeunes gens porteurs de carabines à air comprimé auraient été arrêtés. L'émotion était vive alors à Denain, où certains se demandaient si les syndicats n'étaient pas complètement débordés par des éléments incontrôlés. La question ne se pose pas de savoir si la CGT est débordée ou pas. Il y a des provocations. La question mérite d'être posée d'où qu'elles viennent. En tout cas, je peux dire ce qui s'est passé hier et cette nuit en particulier n'est pas le fait de travailleurs de la sidérurgie. Ils sont autrement plus responsables que cela. En fin de matinée, les syndicats parvenaient à un accord avec le sous-préfet prévoyant le retrait des policiers. Cela avait un effet d'apaisement dans la ville, apaisement qui se répercutait à Paris, au ministère du Travail, où se tenaient les négociations sur la sidérurgie. Mais aux dernières nouvelles, il y aurait eu à nouveau des affrontements ce soir à Denain vers 19h15, toujours autour du commissariat de police. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ce journal. Et ce besoin de retour au calme, c'est ce que traduit Raymond Barre lorsqu'il dit dans une interview au Nouvel Économiste que le gouvernement maintiendra l'ordre public mais fera tout pour réduire les tensions et faciliter le dialogue. Edmond Maire, de son côté, faisait savoir sur France Inter que la violence était un piège et que ceux qui s'y laissaient aller, que ceux qui tiraient sur les policiers n'avaient rien à voir avec le mouvement syndical. Et parmi les méthodes moins violentes et peut-être plus persuasives, il y a eu cette petite aventure qu'a vécue cette nuit le chanteur Johnny Hallyday. Johnny Hallyday entraîné par 200 militants venus l'attendre à son hôtel après son spectacle à Metz et lui faisant, vous l'avez vu, la visite de leurs installations d'Usinor et de la Chiers à Longwy. Le chanteur s'est déclaré surpris mais ravi. Au-delà de l'anecdote, il est temps maintenant, je crois, de revenir au fond du problème, c'est-à-dire au dossier de la restructuration de la sidérurgie. C'est à quoi s'est employé aujourd'hui le service économique et social d'Antenne 2. Repartons donc du commencement, c'est-à-dire du désir d'assainissement de ce secteur malade, un secteur à 2 pôles, Usinor et Sacilor. En décembre 1978, les PDG d'Usinor et de Sacilor-Solac annoncent 22 000 suppressions d'emplois étalées sur 20 mois. 8 500 pour Sacilor, 12 500 pour Usinor. Les syndicats, en apprenant ces mesures, exigent une vaste négociation sur le plan de restructuration de la sidérurgie. La négociation débute le 6 février dernier avec le ministre du Travail, Robert Boulin, puis le 23 février avec André Giraud, ministre de l'Industrie. À l'issue de discussions très serrées, il apparaît que la négociation portera sur 2 volets, l'un social, l'autre industriel. Voyons d'abord le dossier industriel qui est, précise bien les pouvoirs publics, l'affaire exclusive des sociétés sidérurgiques. Premier groupe, Sacilor-Solac, avec 8 500 suppressions d'emplois, en Lorraine principalement. Le PDG, M. Mailloux, a reçu les syndicats avant-hier. Il faut retenir 3 points de cette discussion. 1. Pas de modification du plan de restructuration industrielle, mais la porte n'est pas fermée. 2. Sacilor, qui a déjà lancé un programme de formation pour ses salariés, estime qu'une société de conversion n'est pas indispensable pour le moment. 3. La procédure des licenciements est suspendue jusqu'au 1er mai. Enfin, M. Mailloux rencontrera à nouveau les syndicats le 14 mars.
Deuxième groupe, Usinor, avec 12 500 suppressions d'emplois dans le Nord et en Lorraine. Le PDG, M. Etchegaray, a reçu les syndicats hier. Il doit les revoir demain. Là aussi, 3 points à retenir. 1. Allons oui. On crée une société Usinor Formation qui assurera la reconversion des travailleurs, lesquels resteront salariés d'Usinor pendant la période de formation. 2. À Denain, on crée Usinor Service qui fournira du travail en assurant également leur reconversion à environ 1000 salariés privés d'emploi. 3. Le plan de restructuration d'Usinor est suspendu jusqu'à un accord syndicat-direction. Dans les deux cas, Usinor et Sassilor-Solac, les PDG ont assuré qu'il n'y aurait aucun chômeur en 79 et 80. Voilà pour le dossier industriel. Quant au dossier social, on a fait le point ce matin avec M. Boulin, ministre du Travail. M. Robert Boulin a proposé 4 mesures. La retraite à 55 ans, une retraite pour des travailleurs ayant accompli des travaux particulièrement pénibles de la profession et une aide au départ volontaire de 50 000 francs, complétée pour les immigrés par 10 000 francs, car en effet, il y a des frais de transport. Mais je souligne bien qu'il s'agit d'un volontariat uniquement. Et ensuite, 4e mesure, les comités tripartites de bassin. Alors c'est vous qui serez responsable de ces comités de bassin. Comment ils vont fonctionner ? Eh bien, la définition de leur fonctionnement sera très rapide, puisqu'il a été convenu ce matin entre le ministre du Travail et les syndicats qu'un groupe restreint se réunirait le 16 mars, de manière à définir les conditions de fonctionnement, les instruments nécessaires aux travaux et les modalités de réunion de ces comités. Et leur but ? Leur but, connaître de manière extrêmement précise les données de l'emploi, notamment les déséquilibres d'emploi et les situations sociales, collectives ou personnelles. Pour pouvoir les régler. Pour pouvoir proposer des solutions, car ils devront proposer des solutions. Voilà, je pense que nous avons été complets sur ce dossier le plus épais de tous les dossiers sociaux. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau sur Denain, bien évidemment, je vous en fais part dans le courant de ce journal. Il nous faut parler également de la SNCF. La grève est finie depuis 6 h du matin, elle a été très suivie hier. Et des PTT, là on note une légère reprise dans les centres de tri de la région parisienne. Du côté de la SFP, un incident tout à l'heure au cours de la réunion du comité d'entreprise. Les syndicalistes demandaient une nouvelle suspension de séance. Le PDG, Antoine de Clermont-Tonnerre, l'a interprété comme un refus de siéger. Il a quand même fait savoir qu'une grande majorité de suppression d'emplois pourrait trouver une solution dans les jours à venir si les syndicats veulent bien négocier avec lui toutes les possibilités de reclassement. Il ne semble pas, dans l'état actuel des choses, que l'on se dirige vers une grève générale immédiate, donc en principe un programme normal pendant le week-end. Enfin, sachez que Yvan Charpentier ne se représentera pas à la présidence de la CGC lors du prochain congrès de sa confédération fin avril. Yvan Charpentier est président de la CGC depuis 4 ans maintenant. Vous allez maintenant découvrir sur cet écran le projet de calendrier scolaire pour l'année 79-80. Vous le voyez, rien de bien neuf, mais une absence d'informations quant aux grandes vacances de 1980. Pourquoi ? Eh bien parce que le ministre de l'Éducation se pose des questions et va faire des propositions. D'abord, il souhaite que les zones de vacances soient plus nombreuses et donc plus petites, et que le calendrier scolaire s'étende désormais sur 3 ans. C'est-à-dire que chacun pourrait planifier à l'avance ses vacances, et là je crois que personne ne s'en plaindra. Vous ne serez plus obligé de noter, comme vous venez de le faire, vos différentes vacances. Et puis, la suggestion est plus délicate, un éventuel raccourcissement des grandes vacances. Christian Belac dit pourquoi, Paul Amar. Tout le monde constate, parents d'élèves, enseignants, que les enfants sont parfois fatigués et que les journées de travail sont parfois lourdes. Les élèves eux-mêmes le disent. Et pourtant, nous avons à leur donner les connaissances nécessaires. Je ne vois pas donc d'autre solution, si nous devons diminuer le travail journalier, que d'augmenter le temps de travail de l'année. Autrement dit, raccourcir les vacances. Par conséquent, raccourcir les vacances. Mais à ce moment-là, nous avons le problème des enseignants qui ont des conditions de travail que je ne dois pas mettre en cause. Autrement dit, la durée des vacances des enseignants
ne seraient pas touchés par cette proposition que vous faites. Exactement. Je pense qu'il faut tenir compte de la spécificité du travail des enseignants et ne pas remettre en cause leurs conditions de travail. Mais alors comment cela peut-il se faire? Par rotation, par roulement au sein de chaque établissement? Eh bien, vous savez qu'il y a plusieurs professeurs dans, par exemple, le 2e degré, et par conséquent, on peut effectivement, par aménagement, roulement, arriver à obtenir le résultat dont je vous parle. Mais un problème va se poser dans les écoles primaires où il n'y a qu'un seul maître. Il y a effectivement le problème des écoles primaires qui se pose, puisque là, il n'y a qu'un seul maître, et vous avez parfaitement raison. Ce que l'on peut dire, c'est tout d'abord qu'il n'est pas indispensable que le rythme de travail des élèves et des enseignants soit le même et les dates de vacances soient les mêmes dans le primaire et le secondaire, à condition qu'il n'y ait pas des disparités trop grandes. Mais surtout, il y a le fait que les premiers contacts que nous avons eus avec les enseignants du primaire montrent que la concertation peut s'ouvrir, que peut-être nous pouvons trouver des solutions adaptées aux primaires. Je résume donc cette proposition qui n'est pas définitive. Vous l'avez entendu de Christian Belac. La durée des grandes vacances ne bougerait pas pour les enseignants, mais serait raccourcie pour les enfants. Il s'agit là encore d'une hypothèse de travail qui sera soumise à consultation et qui, en tout état de cause, ne pourra pas être effective avant la rentrée de 1980. Un doigt de politique française, maintenant avec la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Ce matin, il a constaté que M. Chaban-Delmas, le président, avait déjà été saisi par 315 députés d'une demande de convocation du Parlement en session extraordinaire. Les formes constitutionnelles sont donc mises et le président de la République devrait faire connaître son accord définitif lundi. À l'étranger, l'événement numéro 1, c'est l'arrivée du président Carter au Caire, après 11 heures de voyage, ce qui l'a entraîné à annuler le dîner qu'il devait avoir avec le chef de l'État égyptien. Cependant, les deux hommes se sont déjà vus tout à l'heure pour de premiers entretiens. Le reportage de nos envoyés spéciaux. Nous voulons établir une vie nouvelle et nous voulons la paix. Nous croyons en Dieu. Et puis enfin, Carter, le héros de la paix. Tous ces slogans, écrits en arabe et même en anglais, ont accueilli le président américain dans une ville du Caire dont les rues étaient encore plus animées qu'à l'ordinaire. Et au palais Koubé, la résidence d'Anwar el-Sadat, le président américain allait dire qu'il avait vu dans les yeux des femmes un espoir de paix. Que cette visite surprise suscite en Égypte d'immenses espérances, nul n'en doute, alors que les deux présidents se sont entretenus pendant 2 heures aujourd'hui, avant de partir ensemble demain par le train pour la ville d'Alexandrie. Et c'est dans ce voyage de 250 km que M. Carter tentera de convaincre le président Sadat que la paix est à portée de la main si les deux parties consentent à trouver des compromis, car il y a encore de nombreux obstacles à surmonter. Du côté américain, on se garde d'afficher un optimisme trop prononcé. Dans l'avion de M. Carter, entre Washington et Le Caire, l'un de ses conseillers affirmait « Nous avons été souvent proches de l'accord, parfois plus proches que nous le sommes aujourd'hui. Gardons-nous donc pour l'instant de faire des prévisions. » Or, l'obstacle essentiel est connu et le président Sadat y a fait allusion dès sa première déclaration publique. Nous voulons aider nos frères palestiniens à regagner leurs droits nationaux et leur liberté. Ce qui amena le président américain à ajouter dans le texte de sa réponse « Il ne faut décevoir ni Israël, ni l'Égypte, ni les Palestiniens. » Ainsi, le dialogue entre les deux hommes ne sera pas difficile, mais délicat. On n'en est pas à dire que la paix sera signée, mais les Américains font remarquer que la date de la fin de la visite du président Carter n'a pas été précisée dans le programme. Et pour laisser la porte totalement ouverte à une solution négociable très rapidement, on laisse entendre que le secrétaire d'État, Cyrus Vance, pourrait faire la navette entre Jérusalem et le Caire dans les prochains jours, c'est-à-dire pendant le séjour même de M. Carter au Proche-Orient. Il faut éviter la moindre fausse note, la moindre équivoque, pour ne laisser passer aucune chance. Et il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que M. Carter et Sadat sont plus portés aujourd'hui à se ménager qu'à s'affronter, car ils doivent, l'un et l'autre, obtenir un succès, sinon un succès d'estime, auprès de leur opinion publique. Et pendant ce temps, M. Begin, lui, rentrait presque à la même heure en Israël. Je vous rappelle qu'il accueillera à son tour Jimmy Carter samedi soir. Autre déplacement présidentiel, celui de Valéry Giscard d'Estaing en Roumanie. Après le contretemps de fin janvier, cette fois fut la bonne. L'avion s'est bien posé à Bucarest. Georges Bortoli.
La preuve est faite, les militaires sont plus compétents pour défiler que pour déblayer la neige. Cette fois en tout cas, tout s'est déroulé comme prévu, et d'abord le traditionnel bonjour aux soldats. Longue vie au président, a répondu ce détachement du 1er régiment de cavalerie. Valéry Giscard d'Estaing venait d'être accueilli par Nicolae Ceausescu, le président de la République roumaine. Il était accompagné de son épouse, de Jean-François Poncet et de Jean-François Degnaud, le ministre du Commerce extérieur. Prévu aussi la remise des clés de la ville par le maire de Bucarest, une superbe clé en or. Quelques 20 000 personnes étaient venues en car des usines et des universités pour voir passer le cortège du président français. Prévu donc les chants et les danses tout le long des 15 km qui séparent Otopeni l'aéroport du Palais du Printemps où loge la suite française. Prévu enfin l'intérêt politique du voyage, et il est grand. La Roumanie est un pays socialiste, comme l'atteste la statue de Lénine derrière moi, mais c'est un pays socialiste pas tout à fait comme les autres. Le régime intérieur est rigide, mais en politique extérieure, il y a une indépendance certaine de la Roumanie vis-à-vis de Moscou. Un diplomate roumain me faisait même remarquer qu'il y a des convergences sensibles entre les positions roumaines et françaises et sur des points très importants, par exemple sur les tentatives actuelles de M. Carter pour débloquer la situation entre M. Beghin et M. Sadat. Par exemple sur le désarmement, où la Roumanie a été le seul des pays socialistes à voter pour les propositions françaises de désarmement aux Nations Unies. Et puis, en ce qui concerne l'Extrême-Orient, la Roumanie, une fois de plus, a montré son indépendance en ne condamnant pas brutalement l'action chinoise comme l'ont fait les autres pays socialistes. Toutes ces originalités roumaines ne peuvent pas laisser indifférente la diplomatie française qui, depuis De Gaulle, s'efforce de substituer à la vieille politique des blocs une politique de rapprochement direct entre les pays. Ce qui est inattendu, c'est qu'en plus de l'enthousiasme très organisé des habitants de Bucarest, les détails en disent long et montrent que l'amitié franco-roumaine n'est pas qu'un mot. Les chocolateries où l'on s'arrache des gâteaux au nom français, les langues de chat, aux collectionneurs de timbres qui se disputent nos exemplaires d'avant 1914, la France passionne. Non, monsieur. Je voudrais voir la France, tout le monde désire voir la France. Nous les Roumains qui nous sommes grandis avec... Nous avons grandi avec tous les parents, nous avons appris de la culture française, la langue française, les enfants parlent français. Et bien sûr, je voudrais voir la France, les musées, tout français. Tchad, on a appris seulement aujourd'hui un massacre horrible à 500 km au sud de la capitale, Djamena. 800 musulmans ont été massacrés. Les chefs musulmans tiennent le patron de la gendarmerie nationale du Tchad pour responsable. Islam toujours, mais en Iran, on se pose de plus en plus de questions autour de la conception révolutionnaire de l'ordre moral, autour aussi de ces déclarations dont je vous faisais part hier, déclaration de l'ayatollah Khomeini qui dénonçait le goût de la démocratie et du luxe des membres du gouvernement Bazargan. Philippe Gassot était ce matin encore en Iran, il vient d'arriver à Paris il y a 1 heure. Alors, première question, Philippe, qui gouverne en Iran? C'est la grande question. Je pourrais vous répondre que tout le monde gouverne. Vous vous promenez dans la rue à Téhéran et à chaque intersection de rue, vous avez des hommes armés derrière des sacs de sable qui vous demandent vos papiers. Alors on ne sait pas de quel côté ils sont, mais ils ont raison, ils ont les fusils. Alors quand vous dites par exemple, je viens de chez le Premier ministre, M. Bazargan, il vous demande la carte du comité. Et quand vous venez de chez M. Bazargan, on vous dit vous n'avez pas la carte du comité. Et on a l'impression que tout le monde dirige véritablement au niveau de la rue. C'est un esprit que nous traduisions entre nous d'un mot qui est un petit peu délicat pour les Iraniens, mais qui évoquait quelque chose chez nous. L'esprit Savak demeure. C'est-à-dire que tout le monde devient policier, tout le monde a fait la révolution, il faut que tout le monde vérifie. Nous nous sommes fait vérifier la voiture par 4 personnes qui se sont succédées, les uns derrière les autres, pour voir dans le coffre si la caméra était véritablement une caméra de la télévision française, si nous avions les papiers qu'il fallait, etc. Alors quand on demande aux Iraniens qui dirige le pays, on vous dira, parce que c'est la réponse qu'il faut donner, c'est M. Bazargan et le gouvernement provisoire. Et lorsque vous avez l'ayatollah Khomeini qui s'en va à Rome en disant je me désintéresse de la politique, c'est pas moi qui dirige. Vous savez que le chiisme n'admet pas le pouvoir temporel. Le pouvoir temporel est condamné par les chiites. Donc l'ayatollah s'en va à Rome, dans sa ville natale, la ville sainte, et il dit je m'occupe pas de politique. Mais en partant, il laisse 14 points de loi.
Il faut s'occuper des pauvres, il ne faut pas leur faire payer l'électricité, il ne faut pas leur faire payer les transports s'ils gagnent moins de tant d'argent, il faut s'occuper du divorce, il faut s'occuper d'un certain nombre de choses, et vous vous apercevez qu'immédiatement, les ministres plongent dans les dossiers parce qu'il faut faire des décrets. Bref, après ce qu'a dit... Il interfère toujours sur la vie publique. L'ayatollah, à mon avis, et je ne suis pas le seul, est véritablement le personnage qui tire les ficelles derrière un gouvernement provisoire. Alors revenons un petit peu sur cette justice islamique bien expéditive et que traduit à sa manière notre dessinateur Gus. On l'a vu hier avec l'exécution de 6 hommes dont certains nous disent qu'ils étaient proxénètes, d'autres homosexuels. Et puis on voit aussi une conception un peu particulière de l'ordre moral. Je découvre par exemple aujourd'hui que des femmes non voilées ont été attaquées dans les rues de Téhéran. Alors je crois qu'il faut faire la part des choses là, parce que disons que notre ordre moral à nous Français est un petit peu différent de l'ordre moral des musulmans et particulièrement des chiites. Par exemple, nous avons été choqués lorsque nous avons vu les policiers, appelons ça comme ça, ils ont parfois un blouson kaki ou un pantalon kaki, ils ont de toute façon un fusil, qui sont arrivés dans l'hôtel il y a 4 jours et qui nous ont dit l'alcool c'est terminé. C'est pas islamique, plus d'alcool. On a donc retiré les bouteilles d'alcool du bar. Celles qui étaient entamées, on les a vidées dans les lavabos. Et celles qui n'étaient pas entamées, on les a emmenées dans des camions. Alors pour nous, on a trouvé ça choquant. La liberté, bon, c'est de permettre aux gens qui ne sont pas musulmans de boire. Bon, apparemment là-bas, ça n'existe pas. Et comme aujourd'hui, vous le savez, c'était la journée de la femme, eh bien nous nous sommes dit, allons voir des Iraniennes, essayons de savoir ce qu'elles pensent du port du tchador. Alors il y a beaucoup, nous avons remarqué ça à Téhéran, de femmes qui portent le tchador. Parce que premièrement, où elles l'ont toujours porté, où l'ayatollah a réussi sa révolution, et il faut, disons, l'encourager sur un plan religieux, donc on porte le tchador. Mais il y a des femmes qui sont, il ne faut pas non plus caricaturer, mais qui seraient plutôt à gauche, des universitaires par exemple, qui ne portent pas le tchador, et qui se promènent librement dans les rues de Téhéran. Mais il y a un petit détail quand même qui change tout, c'est que nous avons essayé de savoir ce que pensaient ces femmes du port du tchador, et nous sommes promenés hier soir, c'est pas vieux, avec 2 demoiselles qui sont évoluées, elles sont secrétaires dans une grande société, et on leur a demandé, bon, à votre avis, comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous allez mettre le tchador? On nous a répondu, eh bien, nous ne le souhaitons pas, mais on sera peut-être obligé, on n'en sait rien pour le moment. Mais il y a une chose qui était absolument certaine, et qui a mis fin à notre tentative de reportage, c'est que les Iraniens, voyant 2 étrangers parler à des femmes dans la rue, eh bien, avaient l'air tout à fait mécontents. Et il n'aurait pas fallu continuer bien longtemps pour que nous ayons des ennuis. Merci Philippe Gassot pour ces témoignages à chaud que vous allez pouvoir maintenant coucher sur des images que vous montrez dans des reportages que nous diffuserons donc dans les jours à venir. Aggravation de l'état de santé du cardinal Villot. Le secrétaire d'État du Vatican avait il y a 3 jours été hospitalisé à la suite d'une hémorragie intestinale et aujourd'hui son état de santé s'est brusquement aggravé. En début d'après-midi, vous le voyez, Jean-Paul II s'est rendu à son chevet. Le pape est resté 10 minutes avec Monseigneur Villot avant que celui-ci ne perde connaissance. Passation de pouvoir aujourd'hui à la gendarmerie. Après 6 années de fonction, Jean Cochard quitte la direction de cette arme et c'est Charles Barbeau qui prend sa suite. Psychose du gaz, hier soir à Paris, une fuite, l'évacuation des lieux, 2 explosions à 1 heure d'intervalle, 20 blessés pour la plupart des pompiers. Tout cela place Saint-Ferdinand dans le 17e arrondissement. Et dans toutes les mémoires, bien sûr, le drame de la rue Rainoir, il y a presque 1 an, qui avait fait 17 morts et une centaine de blessés. C'est à 20h30 hier qu'un incendie a été provoqué, place Saint-Ferdinand à Paris, par une fuite de gaz. Par mesure de précaution, les pompiers firent évacuer quelques 300 habitants du quartier. Et c'est à 22h, précisément au moment où l'on croyait l'incendie maîtrisé, qu'une violente explosion s'est produite, blessant 20 personnes, dont 16 pompiers et 4 policiers. 2 des pompiers sont dans un état grave et un colonel a été grièvement blessé à l'œil. Si aujourd'hui les familles ont réintégré leurs appartements et la circulation a été rétablie sur cette place tout près de l'Étoile, les dégâts matériels n'en sont pas moins considérables. Vitrines brisées, voitures endommagées, appartements saccagés, témoignent de la violence des explosions. À présent, les travaux de dégagement des conduites se poursuivent et les experts de Gaz de France pensent connaître bientôt les causes du sinistre. Cette catastrophe est la 2e qui se produit à Paris en peu de temps. Souvenez-vous, le drame de la rue Rainoir était le 17 février 1978 dans le 16e arrondissement. Des explosions avaient tué 13 personnes et blessé grièvement une vingtaine d'autres. La facture avait été lourde, 110 millions de francs. La cause, une canalisation vétuste modifiée en 1971 pour recevoir une pression plus forte de gaz, avait été à l'origine du drame. Comme cette canalisation avait fait l'objet d'un contrôle quelques mois avant la catastrophe, on peut se demander si c'est la conception du réseau qui serait un facteur de risque. Toutes les canalisations sont réunies entre elles pour se réalimenter mutuellement.
Ceci présente l'avantage d'assurer une sécurité d'approvisionnement lorsqu'il y a un incident sur le réseau, mais c'est l'inconvénient, c'est qu'évidemment, pour isoler une partie de conduite, il faut souvent en couper plusieurs, et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, nos interventions peuvent paraître assez longues. Y a-t-il des raisons d'avoir peur du gaz maintenant ? Je ne pense pas qu'il y ait de raison d'avoir peur du gaz, puisque le gaz est distribué dans Paris depuis plus de 170 ans maintenant, et que finalement je crois que les Parisiens sont très contents du confort qu'il leur apporte. Évidemment, nous avons eu 2 accidents graves, mais je pense que ça ne se reproduira pas dans l'avenir. Le Festival international du son à mi-course, il fermera en effet ses portes dimanche, après l'audiodisque et la haute fidélité de demain que nous vous avons présenté au début de la semaine. Voici le vidéodisque qui cette fois-ci fabrique une image que vous pourrez voir sur votre téléviseur grâce à un tourne-disque spécial, un tourne-disque à laser capable de lire 10 milliards de caractères sur chacune des faces. Georges Leclerc. Je vais vous charger un vidéodisque qui se trouve dans cette pochette et je le charge dans son lecteur comme ceci. J'appuie bien à fond, je retire ensuite délicatement la pochette. Si j'ai fait tout cela, c'est parce que, en fait, le vidéodisque est un appareil extrêmement fragile. Voilà l'intérieur du vidéodisque, vous voyez, c'est un disque souple, extrêmement fragile. Vous comprenez bien que si je mets les doigts dessus, ça va faire des empreintes et je ne pourrai plus l'utiliser. Alors je mets des images ici au hasard, je vais vous montrer un peu comment on peut travailler avec un vidéodisque. Voilà, par exemple, l'image est la 20 313. Ça veut dire concrètement que je peux numéroter chaque image de ce vidéodisque et aller la chercher quand je veux. Alors on va faire une expérience, je prends au hasard, donc, par exemple, 25 545. Ne me demandez surtout pas pourquoi, je l'ai regardé tout à l'heure, c'était très joli. Voilà, si je ne me suis pas trompé, ça va démarrer, regardez, l'écran de télévision, voilà. Nous avons une petite image d'un grain de blé et je vais la faire avancer. En avant, il y a même de la musique. Je peux d'un seul coup, regarder les 2 cyclistes, partir en arrière. Bien sûr, à ce moment-là, le son est coupé, autrement ça serait très désagréable. Nous repartons en avant. Vous voyez donc la facilité de manipulation du vidéodisque. En fait, c'est un appareil qui aura une utilité énorme. Je vais arrêter le tambour, on ne sait jamais. Ça aura une utilité énorme pour le milieu professionnel qui veut stocker un grand nombre d'observations. Imaginez que toutes les pièces détachées d'une voiture soient placées sur ce vidéodisque qui peut contenir, je vous rappelle, 10 milliards d'empreintes sur chaque face. Ça fait 30 minutes d'image. Et ainsi, par exemple, dans un garage, on pourra avoir la description de chacune des pièces dont on a besoin. Ça, c'est l'avenir professionnel. Mais si à partir d'une matrice comme celle-ci, on peut graver énormément de vidéodisques pour pas très cher, un jour ce sera peut-être un produit commercial pour vous, pour le grand public. Sera-t-il distribué comme ceci ou sera-t-il enfiché au milieu d'une revue? Voilà une taille par exemple un peu différente. Ça on ne le sait pas encore, mais si la revue, les revues maîtrisent la technique du vidéodisque et nous vendent des produits comme ceci, votre télévision de demain, ça ne sera pas simplement ce que nous vous offrirons, ce sera aussi ce que eux vous offrent. Merci Georges. Voilà une transition toute trouvée pour vous parler d'un nouveau confrère, musique, et son nom, il est mensuel. Rubrique sport, principalement consacrée aujourd'hui au Paris-Nice. Après le prologue d'hier, première étape aujourd'hui, divisée en fait en 2. Cet après-midi, un redoutable contre-la-montre par équipe, disputé sur 33 km. La victoire est revenue à l'équipe Raleigh, l'équipe du leader, Knetemann. Et puis ce matin, les 118 coureurs s'étaient retrouvés pour une courte demi-étape entre Montereau et Joigny. Premier tronçon ce matin, une étape de 98 km. Avec Paris-Nice, la saison cycliste commence vraiment. Auparavant, les coureurs se sont affûtés les jambes sur la Côte d'Azur, en Corse, en Italie. Les favoris, les Néerlandais, Knetemann, le champion du monde, Raas et Zotemelk. On s'interroge beaucoup sur la condition physique de Bernard Hinault. 2 absents de marque, l'Italien Moser, qui préfère courir en Italie, et Bernard Thévenet, encore en petite forme. L'Allemand Dietrich Thurau a aujourd'hui sans doute perdu Paris-Nice. À quelques mètres de l'arrivée, il tombe. Il repartira, mais perd plus de 2 minutes.
Le Français Yvon Bertin, équipier d'Hinault, remporte l'étape au sprint devant Martinelli et Sanders. À l'issue de l'épreuve de l'après-midi, Knetemann, vainqueur hier du prologue, est en tête du classement général devant Raas à 12 secondes et Luberding. Hinault est 13e à 1 minute 46 secondes. C'est un grand écart pour un début de course. Autre course, hippique, celle-là, Saint-Cloud pour le tiercé. Le meilleur fut le 11, Gerfagnon, devant Papagallo, le 4, et Aglanerco, le 12. Les rapports, vous les découvrez sur votre écran. Pour 5 francs, un peu plus de 2500 francs. Et dans un ordre différent, un peu plus de 500 francs. Cher Laurent, les traditions sont respectées. Comme chaque jeudi, vous venez nous parler de la météo. Mais écoutez, du beau temps, avec tout de même des températures fraîches le matin. Et puis tous les 2 jours à peu près, vous l'avez vu, un passage d'une zone de pluie au-dessus du pays. Bien, ce scénario, on le retrouve demain et dimanche. Alors demain, donc d'abord du soleil. La pluie, elle arrivera dès cette nuit sur la Bretagne et le Cotentin. Puis ça progressera dans la matinée. Au milieu de la matinée, elle va arriver sur la Vendée, le bassin parisien et le nord. Et le soir, on retrouve cette pluie affaiblie, quand même beaucoup moins de pluie. Tout de même, les nuages auront perdu la majeure partie de leur eau sur le nord des massifs central, et le nord des Alpes. Samedi, eh bien, ces pluies donneront encore un tout petit peu d'eau sur la Corse et quelques flocons dans les Alpes. Après, il s'installera sur le pays, mais enfin un temps variable, assez agréable, comme les jours derniers, avec du soleil et quelques passages nuageux. Malheureusement, dans la soirée de samedi, eh bien, à nouveau, une nouvelle vague de pluie sur la Bretagne, annonçant encore un petit peu de pluie au nord de la Loire pour la journée de dimanche. Merci Laurent. Les derniers rendez-vous de l'information sur Antenne 2 chez 23 h. D'abord, le dernier journal présenté par Pierre Alain, précédé d'un spécial but avec les phases principales des Coupes d'Europe de football. Et puis, n'oubliez pas demain, Antenne 2 midi, présentée par Patrick Lecoq. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Bonne soirée à tous.